We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards. He had trouble sleeping at night, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society. I'm an artist. Rock and roll is my art. No drugs at all. I'm high on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Graines de violence. Pendant longtemps, la croyance populaire a fait passer Neil Young pour le roi des hippies, la mascotte des fumeurs de joint, le père fondateur de la Peace and Love attitude. Pour sûr, on pouvait s'y tromper, si on se fiait à la dégaine qu'il se trimballait dans les années 70, son allure de traînard ahuri, ses cheveux hirsutes et ses fringues de cow-boy ratés qui tenteraient une reconversion chez les Apaches. Et puis il fallait voir ses fréquentations. Au début de sa carrière, il avait fait partie de Buffalo Springfield, l'un des groupes phares du Los Angeles psychédélique qui avait connu le triomphe grâce au pamphlet folk écrit par Stephen Stills, For What It's Worth, un hymne contestataire contre les violences policières qui venaient pourrir l'ambiance sex and fun de la Californie de la fin des années 60. Autant de pièces à conviction qui définissaient l'image que l'on se faisait du loner. Sauf que Neil Young ne s'était pas épanoui sous le soleil californien. C'est au Canada qu'il avait vu le jour, et le bronzage, c'était pas trop son truc. Il avait beau côtoyer les plus fameux emblèmes chevelus du Flower Power, il considérait le mouvement avec une certaine méfiance. Neil Young faisait preuve d'une personnalité unique et effrontée, toujours en marge de la tendance. Il n'y avait qu'à entendre les compositions qu'il avait apportées à Buffalo Springfield pour noter une différence d'intention et d'ambition. Dans le morceau de 1967 Mr. Soul, il a beau piquer le riff le plus connu des Rolling Stones, ce qu'on entend, c'est surtout cette voix alerte, maladroite et instantanément intrigante. Les paroles ne sont pas exactement accueillantes, on y décèlerait plutôt un scepticisme un peu méprisant qui s'adresserait à la naïveté béate des auditeurs. C'est la naissance tonitruante d'un rocker monumental qui ne s'est jamais laissé duper par l'euphorie des 60s. You're strange, but don't change, and I let her. Contrairement au compère Stephen Stills, Young ne pouvait pas se permettre de laisser vaquer sa cervelle aux vapeurs illicites de toutes sortes. Oh bien sûr, il tirait volontiers sur les joints qui circulaient, mais hors de question de goûter au LSD, sa condition ne lui permettait pas. Ce qu'il faut bien savoir pour prétendre cerner un minimum le personnage, c'est que cette dame nature tant chérie par les hippies n'avait pas été très généreuse avec Neil Young. Une nuit de l'année 1951, le petit Neil est réveillé en pleine nuit par des douleurs atroces qui traversent tout son corps comme de redoutables décharges électriques. Ses parents l'amenèrent aux urgences, en catastrophe, et apprirent qu'il était atteint de la polio et qu'il avait toutes les chances d'y passer. Comme il s'agissait d'une maladie extrêmement contagieuse et que le vaccin ne serait découvert que l'année suivante, la maison fut mise en quarantaine et la famille Young se retrouva isolée du monde extérieur tandis que le petit dernier restait à l'hôpital en soins intensifs. Après une longue et terrifiante attente, l'enfant se réveilla enfin. Il avait à peine 6 ans et déjà une conscience aiguë de sa propre mortalité, sans pour autant bien comprendre quel était ce mal qui le rongeait de l'intérieur. Même s'il avait la vie sauve, Neil n'était pas sorti d'affaire. Son corps souffrait encore de douloureuses paralysies, il était incapable de marcher sans s'accrocher aux meubles ou longer les murs. Il récupéra progressivement le contrôle de ses membres, mais ne se remit jamais complètement de cette agression infectieuse. Dans les années 70, il ne montera jamais sur scène sans un corset pour maintenir ses vertèbres, et il gardera une démarche un peu gauche et chancelante tout le long de son existence. Alors que ses collègues de Buffalo Springfield s'en donnaient à cœur joie dans le délire hédoniste, Young fut d'abord prudent avec les drogues et maintenait à distance ses admiratrices, peu à l'aise à l'idée de découvrir sa carcasse chétive et fragile. Mais sa faiblesse se mua rapidement en force. Tandis que la plupart de ses camarades ruinèrent leur talent en appliquant un peu trop consciencieusement le cahier des charges sexe, drogue et rock'n'roll, Neil Young fit toujours passer sa muse avant les récréations chimiques. La musique fut son obsession de tous les instants et jamais il ne se laissa freiner par des collaborateurs un peu trop défoncés. Sa ligne de conduite, bien spécifique, lui interdisait de se répéter ou de s'encrouter. Ainsi, il ne gardait jamais les mêmes musiciens pour 2 projets de suite. Des décisions qui parurent bien sévères à certains de ses anciens collègues, mais c'est ce caractère obstiné et indépendant qui lui valurent son surnom de loner.
Buffalo Springfield peut sans problème être qualifié de groupe culte. Déjà parce que c'est avec ce groupe que Young, à un âge odieusement jeune, a pondu ses premiers chefs-d'œuvre. Mr. Soul que vous avez entendu plus tôt, mais aussi la majestueuse Expecting to Fly et les 6 minutes hallucinantes de Broken Arrow, le tout supervisé par les mains expertes de Jack Nitzsche, arrangeur de génie qui avait besoin de prendre des vacances loin des studios de Phil Spector. Mais Buffalo Springfield, c'est surtout une jeunesse fascinante qui repose sur un génial coup du destin. C'est à Winnipeg, ville canadienne du nord du Dakota, que Neil Young et Bruce Palmer, alors membres des Mynah Birds, rencontrent Stephen Stills, guitariste blondinet originaire de Dallas. Les trois musiciens sympathisent et se font la promesse naïve de se revoir un jour à Los Angeles. Lorsque les Mynah Birds se séparent, Young décide, sur un coup de tête, de prendre la route avec Bruce Palmer pour la Californie afin de retrouver leur compagnon d'un soir. Au volant d'un corbillard et avec une quantité suffisante de weed dans le coffre, ils traversent donc une bonne partie des États-Unis pour arriver à Los Angeles après une série de péripéties dignes d'un bouquin de Kerouac. Ils parcourent les clubs et les bars, assistent à des concerts des Birds où officie le futur copain David Crosby, mais ne parviennent pas à mettre la main sur Stills, que d'ailleurs personne ne semble connaître. Las, ils abandonnent leur projet et mettent le cap sur San Francisco où les Jefferson Airplane font fureur à l'époque. Bloqués dans un gigantesque embouteillage sur Sunset Boulevard, Young et Palmer commencent à désespérer quand la fenêtre d'une voiture voisine se baisse pour laisser apparaître un Stephen Stills hilar. Euphoriques, les trois potes se tombent dans les bras au milieu des klaxons et autres pots d'échappement. Ainsi, le Buffalo Springfield était né. La suite de l'histoire est moins jolie car l'entente cordiale ne dura pas. Palmer fut arrêté par la police et renvoyé au Canada à cause de son imprudente consommation cannabique, tandis que Stills commença sérieusement à jalouser le talent de Neil Young. Les disputes internes se muèrent en bagarres idiotes sur fond d'ego mal placés et d'abus de substances diverses. Le deuxième album était un splendide foutoir qui ressemblait plus à une compilation d'artistes solos qu'à l'œuvre d'un groupe homogène. Neil Young sentit le vent tourner et certains signes ne trompaient pas. Un jour de concert, alors que l'ambiance entre les musiciens était toujours aussi morose, Young est pris de bouffées de chaleur. Son champ de vision est envahi par une épaisse brune scintillante et la clameur de la foule, habituellement si revigorante, se transforme en vacarme intolérable. Seule la photographe Nurit Wild se rend compte du malaise. Neil est cramponné à sa guitare, secoué de violents tremblements, le regard vide. Il est en pleine crise d'épilepsie et se bat pour aller jusqu'au bout du morceau. Les dernières mesures achevées, Neil jette son instrument et se précipite dans les coulisses pour y perdre immédiatement connaissance. Puis son visage tourne au violet, une écume épaisse apparaît aux commissures de ses lèvres et son corps se tend jusqu'à atteindre une rigidité malsaine. Nurit Wild tente de lui écarter la mâchoire à l'aide d'un stylo, mais ne parvient pas à grand-chose. Lorsqu'il reprend connaissance, le temps semble avoir duré une éternité, en réalité ça n'a pas pris plus de 2 minutes. Young est totalement perdu, il ne se souvient plus de rien et peine même à comprendre ce qu'il faisait ici. Ce fut l'une de ses dernières expériences en tant que membre de Buffalo Springfield. Au milieu de tous ces conflits épuisants, ses nerfs étaient à vif et l'appel de la route résonnait. Le cow-boy de Winnipeg plaqua le groupe de Stephen Stills, qui évidemment fulminait, mais qui saura oublier sa rancœur en temps voulu. Neil Young ébaucha alors une carrière solo avec un premier album, une expérience qu'il jugea décevante à cause des arrangements studio, des ornements cosmétiques qui dénaturaient les brillantes compositions. Pour ne plus réitérer cette erreur, il lui fallait un son, un groupe soudé au service de ses chansons et capable d'en transcender l'âme. Ce fut chose faite avec l'opus suivant Everybody Knows This Is Nowhere, qui bénéficiait désormais d'un crew imprévisible et sauvage, celui vers lequel Neil Young n'aura de cesse de revenir dès qu'il aura des envies de récréation électrique, le Crazy Horse. Everybody knows this is nowhere. Everybody Knows This Is Nowhere, c'est bien plus que la première trace discographique de Crazy Horse. C'est un coup de foudre artistique, une alchimie sans égale dans le rock'n'roll. Pour Neil Young, c'est une révélation quasi mystique. Quand il joue avec ces trois-là, la musique coule de ses doigts avec un naturel et une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ralph Molina, Bill Talbot et surtout Danny Whitten sont de véritables têtes brûlées qui se sont fait les griffes en écumant des bars remplis de bourrins. Ils ont connu les publics hostiles et cela se ressent dans leur jeu menaçant.
Avec eux, Young oublie totalement sa condition physique faiblarde et peut se laisser aller à des jams sans fin, des séances cathartiques dont il tire un tel plaisir que certaines d'entre elles se retrouvent sur l'album, inchangées. Et effectivement, il est difficile de ne pas prendre son pied avec Down by the River, 9 minutes jouissives comportant un démentiel solo d'une seule note, ou Cowgirl in the Sand, où la bande part en délire sur 2 accords pendant 10 minutes sans oublier d'offrir un magnifique refrain. C'est la naissance d'un style et d'une méthode qu'il recyclera tout le long de sa carrière. L'enregistrement live en studio, dénué de fioritures et d'astuces de montage. Les premières prises sont privilégiées car Young veut de la spontanéité avant tout, même si cela doit passer par quelques fausses notes. Au final, celle-ci achève de fasciner l'auditeur, subjugué par la rage des interprètes, saisi par un son brutalement honnête, impossible à polisser au mixage. Il n'y a pas de place pour les bobards dans le Crazy Horse, groupe au nom terriblement adéquat, tant il sonne comme un cheval fougueux lancé au triple galop et défonçant tous les obstacles sans jamais s'arrêter. En 1969, Neil Young a 24 ans et déjà une carrière impressionnante. Comme son idole Bob Dylan, il vient d'effectuer un grand écart entre le folk et le rock électrique, sans se récolter la volée de bois vert imbécile dont le chanteur de Like a Rolling Stone fut victime. L'album de Crazy Horse fonctionne bien et la réputation du Canadien est des plus flatteuses. C'est en tout cas ce que constate sa compatriote Joni Mitchell quand elle le retrouve dans un studio à Los Angeles. Cette jeune musicienne surdouée partage la précocité de Neil Young. Elle s'est fait un nom au milieu des années 60 dans les clubs de Toronto, puis s'est exportée à New York où ses compositions et sa voix somptueuse ne sont pas passées inaperçues. L'émulation artistique qui secoue alors la Californie définit sa nouvelle terre d'accueil. L'ambiance est à la contestation, aux considérations poétiques et aux vapeurs de marijuana, tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente comme un poisson dans l'eau. Ravie de voir que l'obstination de Neil Young a payé, mais consciente que le garçon a encore beaucoup à offrir, elle lui présente son manager Elliot Roberts, un type aux allures de bout en train, mais qui sait garder son sérieux quand il s'agit de protéger ses poulains. Pourtant, sa collaboration avec Neil Young commencera par un faux départ. Lorsqu'un jour Young lui téléphone pour lui demander un service, on lui signale que Roberts est absent, occupé à jouer au golf. Et quand ce dernier retourne son appel, on lui signifie son licenciement. Parce que Young paye un agent pour qu'il s'occupe de lui, pas pour qu'il améliore son swing. Autant d'intransigeance de la part d'un si jeune rocker peut surprendre, mais Joni Mitchell reconnaît bien là l'écorché vif qu'elle a fréquenté à Winnipeg. Neil Young s'est toujours comporté comme s'il avait le double de son âge. Elle se souvient de cette chanson, Sugar Mountain, qu'il avait écrite à 19 ans et qui l'avait tant bouleversé. Neil Young y faisait preuve d'une véritable nostalgie morose qui était parvenue à troubler la chanteuse. Les paroles évoquaient un vieux club pour ados qu'il n'avait plus l'âge de fréquenter et dont les portes lui étaient désormais fermées. Est-ce que la vie s'arrêtait vraiment à la 20e année ? Le morceau était si beau et si triste qu'il n'était pas absurde de le penser. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. Joni Mitchell n'eut pas besoin de trop se forcer pour s'intégrer dans la vaste communauté du rock à LA. À peine arrivé, son numéro de charme avait opéré sur 2 des têtes de gondole du mouvement. Graham Nash, british guitariste de la formation The Hollies, et David Crosby, qui venait de se faire salement congédier des Byrds. Il faut dire que Crosby fait partie de cette catégorie bien particulière de gens capables de faire péter une durite au plus patient. Avec ses longs cheveux blonds et bouclés et sa moustache bien fournie, il a cette bonhomie désuète et caricaturale du bon gros hippie croyant dur comme fer au pouvoir des fleurs. Mais une fois passé cette façade, on découvre un narcissique 4 étoiles, beaucoup trop conscient de son talent et s'adonnant complaisamment à l'absorption de drogues de toutes sortes. Ce qui bien sûr n'arrange rien à son arrogance. Au festival de Monterey, il se retrouve sur scène en compagnie de Nash et Stephen Stills, et c'est le coup de foudre artistique. Quelque chose se passe lorsque ces 3 voix s'harmonisent, elles s'accouplent avec une telle évidence que l'on ne parvient pas à en différencier les parties. Cet équilibre précieux étonne d'autant plus qu'il émerge en toute délicatesse de l'association de 3 égos remarquablement boursouflés. Le groupe dispose d'un casting si prestigieux qu'il ne se décide pas à choisir un nom. Le premier album sera tout simplement intitulé Crosby, Stills et Nash, l'histoire ne précisant pas s'ils se sont battus pour l'ordre de leur blase sur la pochette du disque. C'est évidemment un succès instantané, une collection de chansons irrésistibles et parfaitement dans l'air du temps, interprétées par les plus charismatiques des superstars fumeuses de pétards.
En même temps, tout avait été prévu au millimètre, comme pour tout bon blockbuster hollywoodien qui se respecte. David Geffen, un agent d'artiste qui compensait son jeune âge par un savoir-faire impitoyable dans le monde des affaires, leur ouvrit les portes d'Atlantique, où le vénérable patron Ahmet Ertegun leur recommanda d'embaucher un 4e mousquetaire pour mettre un peu d'électricité au milieu de toutes ces guitares acoustiques. Stephen Stills décrocha alors son téléphone et composa le numéro du seul type qui ne craignait pas d'être bouffé par les poids lourds du rock hippie. Graham Nash était le seul à rechigner face à l'arrivée de Neil Young. David Crosby, lui, était ouvert à toutes les propositions, du moment que sa destinée vers les sommets divins du rock'n'roll ne rencontrait pas d'obstacles. Young était heureux à l'idée de retrouver Stills et espérait à nouveau faire jaillir l'étincelle qui illuminait les meilleures heures de Buffalo Springfield. Mais les enjeux n'étaient plus les mêmes, la hype autour d'eux était trop massive et l'innocence n'avait pas sa place dans le show business. Dès leur 2e date, ils se retrouvèrent à participer au gigantesque festival de Woodstock et devinrent des symboles de la contre-culture aux côtés de Janis Joplin ou Jimi Hendrix. Alors que la guerre du Vietnam faisait rage, une génération entière se surprenait à rêver d'un avenir plus radieux où la société de consommation serait avantageusement remplacée par l'ère de l'amour universel. Neil Young n'avait pas beaucoup de considération pour cette masse qui cachait la vacuité de ses idées derrière une rébellion en toc. Et on aurait bien du mal à lui donner tort vu les éclairages qui ont été faits depuis sur les conditions de ce festival. L'opportunisme des organisateurs, l'avidité de certains musiciens et la mort de 3 personnes du public durant ces 3 jours d'amour et de paix, ça a de quoi vous laisser un goût amer. Young l'avait senti, refusant catégoriquement qu'une putain de caméra vienne le zioter pendant qu'il était occupé à jouer. Joni Mitchell, elle, regretta amèrement de ne pas y avoir participé. Elle y consacra une chanson ingénue qu'on ne peut s'empêcher d'écouter avec un brin de sarcasme. Simplement appelée Woodstock, celle-ci apparaissait également dans une version speedée sur Déjà Vu, le premier album de Crosby, Stills, Nash et Young. We are stardust, we are golden, we are Déjà Vu fit un carton plein grâce auquel les 4 fantastiques n'eurent plus à se soucier de remplir leur frigo pour le restant de leur vie. Néanmoins, Neil Young ressentait un malaise. Comment un groupe soi-disant Peace and Love pouvait prétendre mener un combat spirituel et social avec tout ce pognon dans les poches ? Sur scène, ça devenait une vaste blague. Crosby revêtait une chemise à franges d'Indien bidon pour faire comme Neil Young qui n'avait pourtant jamais été une icône de mode, tandis que Stills gardait son sourire et son manteau de fourrure sur les épaules sans percevoir la moindre contradiction. Avec des résidus de poudre blanche sous leur pif et des instruments désaccordés, ils passaient pour de parfaits crétins. Neil Young, constamment en retrait depuis le début de l'aventure, décida qu'il était temps de larguer les amarres. Profitant d'une énième engueulade entre les 3 autres qui comparaient la taille de leurs moustaches, il quitta le groupe. Les chansons qui lui traversaient la tête n'étaient pas faites pour les rockers millionnaires. Bien sûr, il avait lui aussi bénéficié du succès au point de s'acheter un joli ranch à Topanga Canyon, au cœur de la Californie. Lorsqu'un voisin, à l'apparence modeste et d'un âge avancé, vint lui demander comment un type si jeune avait pu se payer une si grande baraque, le chanteur répondit simplement qu'il avait eu de la chance. De cet échange aux allures de métaphore, Young tira le titre Old Man sur l'album Harvest, l'une des plus célèbres de ses nombreuses considérations sur le temps inexorable, le changement inévitable et la sagesse qui ne s'acquiert qu'avec la perte. Il vivait désormais avec l'actrice Carrie Snodgrass, qui mit au monde leur fils Zeke en 1972. Quelques mois plus tard, Neil et Carrie allaient apprendre que Zeke était atteint d'une maladie cérébrale partielle, ce qui fut une terrible première étape dans la malédiction filiale du loner. Désormais, Neil Young aspirait à une existence plus paisible et sa musique allait s'en ressentir. Entouré d'une nature foisonnante, il s'absorbait dans la contemplation des nuits étoilées, restait attentif au bruit des forêts et se passionnait pour la fertilité de ses terres. C'est à cette époque qu'il développe une foi toute personnelle teintée de transcendantalisme. Il croit en la force supérieure de la nature et prête une vie à des objets inanimés. Son autobiographie témoigne de son adorable manie à donner des noms à ses guitares et à ses voitures, ne tarissant pas d'éloges sur Morty, abrégé en Morte, son regretté corbillard auquel il consacrera la très belle Long May You Run en 1976. Nous sommes début 1969 lorsque l'acteur culte Dean Stockwell, fidèle ami de Neil Young, débarque chez lui avec dans les mains un scénario de sa confection appelé After the Gold Rush.
C'est une histoire de désastre écologique qui voit Topanga Canyon enseveli sous un raz-de-marée dévastateur. Pas très sûr de lui, Stockwell n'acheva son écriture que sous les encouragements hystériques de Dennis Hopper, qui depuis le succès d'Easy Rider s'était surtout appliqué à terroriser l'industrie hollywoodienne. Il est tout à fait permis de remettre en cause le jugement de Neil Young quant au potentiel d'un projet filmique au vu de sa propre carrière de réalisateur. Il faut absolument voir la sidérante bande-annonce de son Human Highway pour se rendre compte à quel point on aime Neil Young quand il chante et qu'il tient une guitare. Et en l'occurrence, il est totalement conquis par l'histoire d'After the Gold Rush, qui lui inspire immédiatement l'album du même nom, qui est, autant le dire sans détour, un chef-d'œuvre absolu. Le film ne verra jamais le jour, mais il nous reste ces 11 pépites sublimes qui, en variant les plaisirs du rock'n'roll à la country, permettent presque d'établir une synthèse de la carrière du Canadien. Le Crazy Horse est de la partie sur plusieurs titres, même si Danny Whitten, en proie à une terrible addiction à l'héroïne, n'apparaît que sur When You Dance. L'ouverture Tell Me Why est le meilleur morceau à écouter au réveil, croyez-moi, j'ai tout essayé et celui-là est absolument parfait. After the Gold Rush, le morceau titre, est un solo de Young au piano, voix tremblante et haute perchée qui ne laissera insensible que ceux qui ont de la mousse dans les oreilles, une remarque également valable pour les magnifiques Bird et I Believe in You. Le terrible Southern Man, une attaque frontale contre les États sudistes nostalgiques de l'époque ségrégationniste, demeurera culte pour avoir inspiré la réponse cinglante de Lynyrd Skynyrd avec Sweet Home Alabama. Quant à Don't Let It Bring You Down, c'est une vision poétique d'un monde en mouvement et de quelques personnages désœuvrés, une perle ambiguë qui inquiète et rassure en un même mouvement. Don't let it bring you down. It's only castles burning. Just find someone who's turning and you will come around. La suite est bien connue, c'est la sortie du monument grand public qui fait que vos parents sont probablement des fans de Neil Young, celui qu'il faut écouter au coin de votre cheminée avec votre chat sur les genoux, en vous baladant près d'une rivière un après-midi d'automne ou en creusant la terre où vous allez planter vos tomates. C'est le disque qui achèvera de faire du Loner le nouveau parrain de la musique folk, jusqu'à faire vaciller un Dylan cramponné à son trône. À l'époque en disgrâce artistique, le Bard prit un coup au moral lorsque Heart of Gold fut diffusé à la radio. Ce Canadien venu de nulle part et qui n'aurait probablement jamais écrit une seule chanson s'il n'avait pas un jour entendu Girl from the North Country, était en train de le battre sur son propre terrain. Des journaux commençaient à faire la comparaison à l'avantage de Young, ce qui ne plaisait pas du tout à ce dernier. Déjà parce qu'il n'aimait pas qu'on manque de respect à Dylan, mais surtout parce qu'il n'avait pas pour vocation d'être le nouveau qui que ce soit et ne désirait pas devenir l'idole des fermiers de l'Arkansas. Si par malheur il cédait à la complaisance, si par malheur il donnait au public ce qu'il exigeait, il n'avait plus qu'à se transformer en photocopieuse et attendre de crever d'ennui. Alors, pour sauver son art, Neil Young allait s'employer à détruire ce qu'il avait bâti. De toute façon, il n'avait pas vraiment envie de faire dans la philanthropie. Ça faisait 2 ans qu'il était à moitié paralysé par une douleur dorsale survenue lors de travaux dans son ranch. Son ranch qui, par ailleurs, était alors envahi par une bande de fans qui semblaient considérer le loner comme un mec à la cool qui kiffe la vie en communauté. Young avait suffisamment soupé de tout ce baratin de hippies, ces bons sentiments qui s'effritaient à mesure que la drogue ravageait leur cerveau et les transformait en kleptomanes minables, prêts à foutre leur mère sur le trottoir pour une seringue supplémentaire. Comme Bruce Berry par exemple, brave roadie sur les tournées de Crosby, Stills & Nash, qui se mettait désormais à voler des instruments dans les coulisses et qui croyait que personne n'avait remarqué son petit manège. En même temps, les 3 chanteurs étaient eux-mêmes tellement défoncés que ça aurait été con de ne pas tenter sa chance. Et puis il y avait ce pauvre Danny Whitten, si talentueux et chaleureux, qui désormais n'assurait plus une bille à la guitare. Pour son album de 1973, le live mal luné et injustement mal aimé Times Fade Away, Neil Young fut obligé de se passer de ses services. Young se contenta de donner un billet d'avion et 50 balles au guitariste historique de Crazy Horse, sans plus de démonstration d'affection. Il ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'il le voyait, et toute sa vie, il regrettera son geste. Mais niveau destruction violente des idéaux 60s, on peut toujours trouver pire. Au milieu des années 60, Dennis Wilson, l'un des frangins des Beach Boys, avait présenté à Neil Young un drôle d'illuminé qui lui avait laissé une sacrée impression. The Wizard, comme tout le monde l'appelait, était systématiquement entouré d'une faune de paumés qui semblait l'admirer. C'était un fan des Beatles qui vénérait tout particulièrement l'album blanc, dans lequel il croyait entendre un appel à l'insurrection contre la bourgeoisie hollywoodienne. Quelques années plus tard, Young reconnut la gueule du magicien à la télé.
C'était lui, ce bon vieux Charlie Manson, qui improvisait des chansons tarées sur une acoustique désaccordée et qui avait toujours le mot pour rire. Ce même type qui, avec sa clique, venait de poignarder à mort Sharon Tate, enceinte de 8 mois, ainsi que 4 de ses amis. Pour Neil Young, l'heure n'était plus au flower power, mais au dingue qui avait récupéré le mouvement pour le transformer en une vaste entreprise de mort et de destruction. C'est le sujet de Revolution Blues sur l'album On the Beach, sorti en 1974. On the Beach est un album pour le moins déprimé, très loin de la sérénité pastorale de Harvest. Passé Walk On, l'ouverture entêtante qui parvient à faire illusion, l'horizon s'assombrit au sens littéral dès le deuxième morceau. Profondément mélancolique, See the Sky About to Rain annonce que le plus dur est à venir. Les considérations cyniques de Revolution Blues et Vampire Blues essaient de nous faire croire à l'insensibilité du loner jusqu'à ce que 2 longues ballades viennent faire le point sur la situation. Dans Ambulance Blues, sur le ton de la confidence, Young révélait à demi-mot les raisons qui le poussaient à fuir sans cesse le confort de l'insouciance. Le passé a vite fait de t'enterrer quand t'essaies de faire durer un bon moment. Tandis que sur la chanson titre, il questionnait sa propre solitude, celle qu'il chérissait tant, qui était si nécessaire à son art, mais qui prenait des airs de malédiction au fur et à mesure que son entourage se rétrécissait dans des circonstances macabres. Toutes mes photos s'écroulent du mur où je les ai accrochées hier. J'ai besoin de monde autour de moi, mais je ne peux pas les voir tous les jours. Fin 1972, même pas 24 heures après s'être fait congédier par Neil Young, Danny Whitten a trouvé la mort, empoisonné par un mélange de Valium et de whisky. La frontière entre l'accident et le suicide n'était pas bien claire. Quelques mois plus tard, c'est Bruce Berry, le roadie accro à l'héroïne, qui succomba à son dernier shoot. Le loner, habituellement si introverti et peu enclin à l'excès, craqua et se laissa aller à de sidérantes explosions de colère. Plus question d'alimenter la bonne conscience des connards de Woodstock, l'hypocrisie des 60s avait assez duré, l'utopie s'était cassé la gueule et Young en payait salement les frais. On the Beach était un album malade, mais il semblait relativement bien portant à côté de celui qui aurait dû sortir à sa place si la maison de disques en avait eu le courage. Tonight's the Night arriva finalement dans les bacs en 1975 et c'est certainement le diamant noir de sa discographie. C'est une compilation turbulente d'odes funèbres, exécutée par des musiciens bons pour la cellule de dégrisement. À chaque mesure, c'est l'exutoire absolu, la douleur prend le pas sur la justesse et l'accident n'est jamais très loin. Neil Young s'y ruine les cordes vocales, déjà bien attaquées par un déraisonnable brouillard cannabique. La chanson-titre, qui commence et conclut la galette, chiale la disparition de Bruce Berry sans s'encombrer de métaphores. On n'est plus là pour faire dans la poésie. Borrowed Tune est un piano-voix pulvérisé par la tristesse qui pompe sans vergogne le Lady Jane des Rolling Stones et qui n'a même pas honte de reconnaître son propre plagiat. Je chante cet air que j'ai piqué aux Rolling Stones, seul dans cette chambre vide et trop défoncé pour composer moi-même. Au détour de Come On Baby Let's Go Downtown, on croise même le fantôme de Danny Whitten, revenu d'entre les morts pour chanter une dernière fois, tandis que Tired Eyes rapporte un règlement de compte meurtrier lors d'un deal qui a mal tourné et qui a mené en tôle un autre pote de Neil qui s'est paumé en chemin. On a beaucoup dit que Tonight's the Night était une œuvre glauque d'un artiste au fond du gouffre, mais il est bien plus que ça. Contrairement aux apparences, la solitude du chanteur n'est pas le cœur du disque, car sa douleur est partagée par son équipe. Et c'est cette cohésion face à l'adversité qui en fait toute la beauté. Les tristesses s'accumulent comme autant d'instruments maladroits, autant de voix qui se soutiennent pour ne pas s'effondrer. Et au final, c'est la magnifique illustration musicale d'une bande de potes qui, désinhibés par une consommation cathartique de tequila, s'étreignent de toute leur force et trouvent un réconfort poignant dans ces accolades endeuillées. Les années 70 furent pour Neil Young une succession d'épreuves douloureuses, mais là où d'autres se sont enfoncés dans la drogue, la dépression et la médiocrité artistique, le loner n'a jamais déposé les armes. Autour de lui, les murs se fissuraient, le toit menaçait de s'écrouler,
Les idéaux s'éparpillaient et les compagnons d'hier crevaient par grappes, mais pas question de cesser de marcher, il restait de la route et des paysages à découvrir, des sensations inexplorées, des émotions à développer. Sa frénésie musicale ne ralentissait pas, et même si Zuma en 1975 et American Stars and Bars en 1977 ne possédaient pas la même constance que les précédents albums, ils offraient tout de même certains des plus grands morceaux de leur époque, à commencer par Like a Hurricane que tout le monde adule encore aujourd'hui, et surtout l'énigmatique Cortez the Killer. Mais c'est en 1979 qu'on retrouva toute la bravoure et l'intelligence de son parcours avec Rust Never Sleeps, son chef-d'œuvre qui vint clore les 70s. Ce disque somme faisait le bilan d'une décennie âpre qui avait vu mourir tous les espoirs de la précédente. L'utopie s'était muée inexorablement en cynisme mercantile et les belles idées avaient été définitivement enterrées par le punk. Avec sa première moitié acoustique et sa seconde électrique, Rust Never Sleeps est une odyssée rock bouleversante qui tire les leçons de la gloire et de ce qu'elle engendre. L'album démarre à peine et juste le temps d'une phrase, nous sommes déjà au cœur du sujet. My, hey, hey, rock and roll is here to stay, soupire le loner, avec toute l'amertume et l'ironie que lui inspire cette réflexion. Puis au détour d'une strophe, Neil Young fait cohabiter Elvis et les Sex Pistols. Le premier venant de mourir dans des conditions si lamentables qu'elles vous en pourrissent la légende, les seconds ayant explosé en vol après avoir détruit leurs idoles. Le rock'n'roll ou l'illusion de la gloire, c'est ce qu'avait connu Kurt Cobain avant de réaliser que c'était sa célébrité qui allait le tuer. Avant de mettre fin à ses jours, ce dernier avait conclu sa lettre de suicide avec une phrase de cette chanson. Il vaut mieux brûler d'un coup plutôt que de se consumer. Des mots que Neil Young n'aurait peut-être jamais écrits s'il avait su de quelle manière le chanteur de Nirvana allait les utiliser. Le dernier titre de Rust Never Sleeps est une relecture brutale et vivifiante du premier. Hey, hey, my, rock and roll can never die, scande-t-il avec une fureur à foutre la chair de poule. Autrement dit, on peut vieillir dans ce putain de business sans se flétrir ou se corrompre. Car le rock'n'roll n'est pas qu'une utopie, c'est une fontaine de jouvence qui autorise la folie créatrice, repousse les limites de l'expression et permet d'entrevoir la liberté dans un monde de contraintes. Encore faut-il savoir garder la tête froide et ne pas avaler les couleuvres de sa propre renommée. Neil Young semble avoir toujours été incroyablement conscient de la fragilité de son statut légendaire, comme l'indiquait Thrasher, le deuxième morceau de Rust Never Sleeps, une sublime dissertation poétique sur la vie et ses embûches, sur ce qu'on gagne et ce qu'on perd en cours de route, sur les erreurs qui permettent l'apprentissage et la nécessité d'avancer. En 1978, Peggy Morton accoucha du deuxième fils de Young, Ben. Par un dramatique hasard, l'enfant était atteint de la même pathologie que son demi-frère, mais cette fois-ci, les symptômes étaient encore plus graves. Il n'y avait pas d'explication médicale concrète, pas de rapport avec des gènes défectueux, c'était juste un acharnement du destin qui allait pousser Neil à enregistrer l'album le plus étrange de sa carrière. Sorti en 1982, Trance déjoua tellement les attentes que le public comme les critiques le rejetèrent en bloc. Ne lésinant pas sur les boîtes à rythme et le vocodeur, Trance prenait un tournant radicalement électronique au point de ressembler par moments à une sorte de proto-Daft Punk. Le but du loner n'était pas de gagner un nouveau public, mais de parvenir à créer une musique qui lui permettrait de communiquer avec ses fils lourdement handicapés. De fait, il est difficile de se moquer du projet et on en vient, une fois de plus, à admirer ses choix artistiques courageux. Neil Young n'y gagna pas grand-chose si ce n'est la défiance de son label, dont le requin de patron David Geffen exigea contractuellement que l'album suivant soit conforme à ce que l'on attend de Neil Young, c'est-à-dire un pur album de rock'n'roll. Young le prit au mot, et c'est ainsi qu'il enregistra en 1983 l'hilarant Everybody's Rocking, un disque totalement paresseux de rockabilly frelaté, cédant à tous les clichés imaginables, digne d'un Johnny Hallyday inspiré. Un foutage de gueule monumental que je vous encourage à découvrir si, comme moi, vous êtes du genre à prendre votre pied lorsqu'un artiste parvient avec brio à ridiculiser la grosse machine dont il est tributaire. Car de toute façon, Young ne laisse ni l'audience, ni les maisons de disques lui dicter sa conduite. Il assume les bizarreries de son répertoire. Il ne capitalise pas sur ses succès et change de crèmerie dès qu'on chante ses louanges. Il ne vit pas pour la flatterie et la sécurité est l'ennemi de sa musique. Le rock'n'roll, Neil Young ne l'a jamais envisagé sans prise de risque.
Et ça ne l'empêche pas d'avoir un nombre impressionnant de chefs-d'œuvre dans sa discographie qui compte une 40aine d'albums studio, sans parler des lives acoustiques, des lives électriques et des collaborations diverses et variées. Neil Young est à lui seul une contrepartie suffisante à tous les aspects discutables du rock. Il en est sa raison d'être, la preuve que malgré tous les guignols qui viennent humilier un peu plus ce genre musical malmené, le rock'n'roll ne mourra jamais. Si vous me dites que le rock est un repère de paumés qui crèvent trop tôt après un bref éclair de génie, je vous répondrai Neil Young. Si vous me dites que le rock est peuplé de vieux schnocks qui surfent sur une nostalgie qui pue la sénilité, je vous répondrai Neil Young. Si vous me dites que le rock, c'est rien qu'un business hypocrite qui fait croire à ses consommateurs qu'ils sont des rebelles, je vous répondrai Neil Young. Si vous me dites Linkin Park, je vous répondrai Neil Young. Et si vous me demandez quelle heure il est, je vous répondrai Neil Young. Il a traversé des décennies mouvementées avec une remarquable dignité, contre vents et marées, à peine vacillant. Symbole absolu d'intégrité artistique, il est de ceux qui tracent leur chemin à l'improviste pour le plaisir de se perdre et de se retrouver. C'était Graines de Violence, générique. If you know what you're doing when you go in, there's no sense in doing it over and over again because you're only going to get worse. You're not going to get better. I mean, that's the way I am. Maybe some people think they get better when they do something over and over and over, but they get technically better and spiritually farther from the source. Graines de Violence.